Nous sommes le 14 avril 1912. Il est 23h30 et le plus grand paquebot du monde fend les eaux calmes de l'Atlantique. Dans le nid de pie, les vigies scrutent l'horizon depuis des heures. Mais ce soir, quelque chose ne va pas. L'horizon semble déformé. Une étrange brume s'étend à la surface de l'eau. Soudain, à 23h39, une masse sombre surgit de l'obscurité, à moins de 500 mètres. C'est le seul avertissement dont dispose l'équipage. Le navire avance à 41 km/h, laissant à l'équipage moins d'1 minute pour réagir. Les vigies alertent immédiatement la passerelle. Le timonier abat à bâbord toute dans une ultime tentative pour éviter l'iceberg, mais il est déjà trop tard. À 23h40, la coque du navire frotte contre la glace pendant près de 10 secondes. Moins de 3 heures plus tard, le paquebot le plus avancé jamais construit disparaît sous les eaux de l'Atlantique, emportant avec lui la vie de plus de 1500 personnes. Ce ne furent pourtant que les derniers instants d'une tragédie qui avait commencé bien avant que l'iceberg n'apparaisse devant le Titanic. Pendant plus d'un siècle, historiens et chercheurs se sont demandé si le désastre aurait pu être évité. Certains ont mis en cause le capitaine Smith, lui reprochant d'avoir navigué trop vite. D'autres ont pointé du doigt les vigies, le Californian, accusé d'avoir ignoré les fusées de détresse du Titanic, ou encore le nombre insuffisant de canots de sauvetage à bord. Mais si la tragédie était en réalité bien plus complexe que ce que l'on avait imaginé. Pour comprendre comment le drame s'est joué, il faut remonter près d'1 an en arrière, jusqu'en 1911. Après plusieurs années de construction, le deuxième paquebot de la classe Olympique de la White Star Line est mis à l'eau dans le chantier naval Harland & Wolff à Belfast. L'immense coque du Titanic était constituée d'environ 2000 plaques d'acier, assemblées par plus de 3 millions de rivets. Mais sa principale innovation ne résidait pas dans sa structure, mais dans son système de sécurité. Le navire possédait un double fond et 16 compartiments étanches, séparés par des cloisons en acier, dont les portes pouvaient être fermées à distance depuis la passerelle d'une simple pression sur un bouton. Les ingénieurs étaient convaincus que cette conception faisait du Titanic l'un des navires les plus sûrs jamais construits. Il avait été conçu pour rester à flot avec 2 compartiments envahis par l'eau, voire avec les 4 premiers compartiments à l'avant complètement inondés. 4 compartiments, retenez bien ce chiffre, car il sera essentiel pour la suite. Lorsqu'il fut mis à l'eau, le Titanic n'était pas encore l'icône qu'il allait devenir. Son navire jumeau, l'Olympique, était déjà entré en service quelques mois auparavant, et l'engouement suscité par les nouveaux paquebots de la classe Olympique était en grande partie retombé. Pour beaucoup, le Titanic n'était finalement qu'un autre immense paquebot sur le point d'entrer en service. Avant de prendre la mer, le Titanic devait embarquer près de 6000 tonnes de charbon pour alimenter ses 29 chaudières. Mais réunir une telle quantité de combustible n'allait pas être simple. En 1912, une grève nationale avait paralysé l'industrie charbonnière britannique, obligeant la White Star Line à réaffecter du charbon provenant d'autres navires. Certaines traversées furent purement et simplement annulées, et nombre de leurs passagers furent transférés sur le Titanic, bénéficiant sans le savoir d'un surclassement inattendu à bord du paquebot le plus récent et le plus luxueux de la compagnie. Avec le recul, si la grève avait retardé le départ du Titanic de quelques jours seulement, le cours de l'histoire aurait peut-être été très différent. À la tête du Titanic se trouve Edward John Smith, un marin chevronné surnommé le capitaine des millionnaires. Avant le départ de Southampton, Smith procède à plusieurs changements de dernière minute parmi les officiers. Le deuxième officier, David Blair, est affecté à un autre navire et remplacé par Charles Light-Toller. Dans la précipitation, Blair emporte avec lui la clé de l'armoire du nid de pie, où sont rangées les jumelles des vigies. Le 10 avril 1912, tandis que les derniers passagers embarquent, le Titanic se prépare à prendre la mer pour son voyage inaugural. À midi pile, plusieurs remorqueurs commencent à éloigner le Titanic du quai, tandis que ses moteurs se mettent lentement en marche. Mais presque aussitôt, une série de violents craquements retentit dans tout le port. L'équipage en découvre rapidement la cause. Plusieurs amarres du SS New York amarrées juste à côté du Titanic viennent de céder. La taille gigantesque du Titanic déplaça une telle quantité d'eau en quittant le quai qu'elle créa un puissant effet de succion, attirant dangereusement le SS New York vers lui. Pendant quelques instants, les 2 navires semblèrent sur le point d'entrer en collision, un accident qui aurait pu retarder le voyage inaugural du Titanic. Grâce à la réaction rapide de l'équipage, la collision fut évitée de justesse et le départ ne fut retardé que d'30 minutes.
Avant de traverser l'Atlantique, le Titanic fit escale à Queenstown, en Irlande, où plusieurs passagers débarquèrent et plus de 200 autres embarquèrent. C'est également là que John Coffey, l'un des chauffeurs du Titanic, quitta discrètement le navire avant son départ pour New York. Personne n'a jamais su pourquoi. Après le naufrage, certains se demandèrent s'il ne savait pas quelque chose que les autres ignoraient. Alors que le navire attendait de prendre la mer, un passager d'un bâtiment voisin prit ce qui allait devenir la dernière photographie connue du Titanic à flot. Peu après, vers 13h30 le 11 avril 1912, le Titanic quitta Queenstown et mit le cap sur les États-Unis. Le lendemain de son départ, le Titanic avançait à 21 nœuds et maintenait une bonne vitesse sans même avoir besoin d'allumer la chaudière numéro 1. Alors qu'il traversait l'Atlantique, le capitaine Smith reçut sa première alerte concernant des icebergs, envoyés par le paquebot français La Touraine. Le message signalait la présence de champs de glace et d'icebergs dans l'Atlantique Nord. Le lendemain, le Titanic poursuivit sa traversée à vive allure. Pendant ce temps, sous le pont, les ouvriers s'efforçaient de maîtriser un incendie dans une soute à charbon de la chaufferie numéro 6. Selon les informations disponibles, le feu brûlait depuis le départ de Southampton. Pour lutter contre l'incendie, des tonnes de charbon furent déplacées vers bâbord, modifiant légèrement l'assiette du navire pendant la traversée. Pendant que les passagers profitaient de la traversée, Jack Phillips et Harold Bride échangeaient des messages grâce au système de télégraphie sans fil de Marconi. Contrairement à ce que beaucoup ignoraient, ils ne travaillaient pas pour la White Star Line, mais pour la compagnie Marconi. Leur mission principale n'était pas de surveiller les avis concernant les glaces, mais de transmettre les messages des passagers vers le continent. La veille du naufrage, le système sans fil de Marconi tomba en panne. Selon le protocole, les opérateurs auraient dû utiliser l'équipement de secours et attendre que le système principal soit réparé au prochain port. Pourtant, Jack Phillips et Harold Bride décidèrent de passer plusieurs heures à le remettre eux-mêmes en état. Une décision qui, le lendemain, allait contribuer à sauver des centaines de vies. Le matin du 14 avril, le jour du naufrage, un exercice d'évacuation était prévu pour l'équipage. Pour le réaliser, il aurait fallu arrêter temporairement le navire, mais comme le Titanic avançait à bonne allure, l'exercice fut annulé. Cette décision laissa une grande partie de l'équipage avec très peu de préparation face à ce qui allait se produire quelques heures plus tard. Depuis le naufrage, la vitesse du Titanic est souvent présentée comme l'une des principales causes de la catastrophe, et à juste titre. Rien que le 14 avril, le navire reçut au moins 6 avertissements signalant la présence d'icebergs. L'un des plus importants arriva à 19h30, lorsque le Californian signala 3 gros icebergs directement sur la route du Titanic. Submergé par le flot de messages envoyés par les passagers, Jack Phillips reçut l'avertissement et le glissa sous un presse-papier, avec l'intention de le transmettre au capitaine plus tard. Le capitaine Smith avait pris connaissance de plusieurs avertissements précédents, mais ne semblait pas particulièrement inquiet. En avril, il était courant de rencontrer des glaces dans l'Atlantique Nord, et par bonne visibilité, les icebergs étaient généralement repérés à plusieurs kilomètres de distance, laissant suffisamment de temps pour les éviter. Rien ne lui permettait de penser que cette nuit-là serait différente. Mais si le Titanic avait reçu autant d'avertissements, pourquoi continuait-il à naviguer presque à pleine vitesse ? Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à l'époque, la pratique courante consistait à maintenir sa vitesse lorsqu'un navire traversait une zone de glace, afin de la quitter le plus rapidement possible. Ralentir n'était pas forcément considéré comme la solution la plus sûre. Un autre facteur entrait également en jeu, les attentes. Chaque jour, près du grand escalier, un bulletin indiquait la distance parcourue par le Titanic au cours des dernières 24 heures. Les passagers suivaient ces chiffres avec attention et se demandaient si le navire parviendrait à atteindre New York plus tôt que prévu. Et apparemment, l'un des hommes les plus attentifs à la progression du Titanic était J. Bruce Ismay, directeur général de la White Star Line. Après le naufrage, la passagère Elizabeth Lines affirma avoir entendu une conversation entre Ismay et le capitaine Smith, au cours de laquelle Ismay aurait déclaré « Nous battrons l'Olympique et arrivons à New York mardi ». Si cette déclaration avait réellement eu lieu, le Titanic serait arrivé près d'1 jour plus tôt que prévu. Cependant, les historiens débattent encore de la véracité de cet échange. Beaucoup pensent que cette histoire a été amplifiée après la catastrophe, car arrivé à New York en pleine nuit, sans public, photographe ni journaliste pour accueillir le navire sur le quai, n'aurait guère représenté un avantage publicitaire pour la compagnie. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le 14 avril, le Titanic avançait à environ 22 nœuds, plus rapidement que la veille,
malgré les avertissements concernant la présence d'icebergs dans la région. Que cette vitesse ait été conforme aux pratiques de l'époque ou qu'elle soit simplement due à un excès de confiance, nous ne le saurons jamais, car le danger qui se trouvait droit devant lui n'était pas quelque chose qu'il pouvait fuir. C'était quelque chose que personne ne verrait à temps. Pour les passagers, cette dernière journée en mer se déroula tout à fait normalement. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, dans le nid-pi du navire, les vigies Frederick Fleet et Reginald Lee scrutaient l'obscurité, attentifs aux moindres signes de danger. Une légère brume semblait s'étendre sur un océan étonnamment calme. Habituellement, le vent forme de petites vagues autour des icebergs, ce qui les rend beaucoup plus faciles à repérer, même de nuit. Mais cette nuit-là, la mer était presque parfaitement lisse. Aucune vague ne venait se briser contre la glace, aucune écume ne trahissait sa présence. Même si les vigies avaient eu des jumelles à leur disposition, elles ne leur auraient probablement pas été d'une grande utilité. Dans une obscurité presque totale, les jumelles ne font qu'agrandir ce que nous sommes déjà capables de voir. Et cette nuit-là, il n'y avait rien d'autre à voir que l'obscurité. Même si les conditions rendaient les icebergs difficiles à repérer, les marins les plus expérimentés disposaient d'un autre indice. En fondant lentement, les icebergs peuvent dégager une odeur minérale caractéristique que le vent transporte sur plusieurs centaines de mètres. Selon le témoignage livré plus tard par Frederick Fleet, il l'apercevait depuis plus d'1 heure. Cela laisse penser que le Titanic aurait pu se trouver au milieu des glaces bien avant la collision. Pourtant, Fleet ne voyait rien devant le navire. Et la raison allait devenir l'un des plus grands mystères de la catastrophe. Dans la soirée du 14 avril, le capitaine Smith demanda au deuxième officier, Charles Lightoller, quelles étaient les conditions de navigation. La mer était calme, le ciel dégagé, et la visibilité semblait excellente. L'équipage était donc convaincu qu'il repérerait tout iceberg suffisamment tôt. Avant de se retirer pour la nuit, Smith demanda à Lightoller de maintenir une vigilance constante et de le réveiller si les conditions venaient à changer. Peu après, Lightoller passa le commandement au premier officier, William Murdoch, et termina son quart. Pendant ce temps, dans la salle de Radio Marconi, Jack Phillips et Harold Bride travaillaient sans relâche pour rattraper l'énorme retard accumulé dans les messages des passagers. Phillips communiquait avec Cape Race, de l'autre côté de l'Atlantique, et avait dû monter le volume de ses écouteurs au maximum pour parvenir à distinguer de faibles signaux en morse. Vers 23h10, le Californian transmit un nouvel avertissement. Le navire s'était arrêté après s'être retrouvé bloqué par un champ de glace. Mais le message ne parvint jamais à la passerelle. Comme le Californian se trouvait à proximité du Titanic, son signal fit irruption dans les écouteurs de Phillips sous la forme d'un grésillement assourdissant. Épuisé après des heures de travail sans interruption, il répondit avec irritation « Tais-toi, je suis en train de communiquer avec Cape Race !» Avec le temps, nombreux sont ceux qui ont reproché à Jack Phillips d'avoir ignoré cet avertissement. Mais à ce moment-là, il était éveillé depuis près de 40 heures. Il avait passé la nuit précédente à réparer le matériel radio, puis toute la journée à transmettre les messages des passagers. Il était complètement épuisé, et ce grésillement strident fut la goutte de trop. 20 minutes plus tard, l'opérateur du Californian, Cyril Evans, éteignit sa radio et alla se coucher. Dans le nid-pi du Titanic, Frederick Fleet et Reginald Lee continuaient de scruter l'horizon à la recherche d'icebergs. Sur la passerelle, le premier officier William Murdoch montait lui aussi la garde. Les minutes s'écoulaient sans incident. Puis, soudain, Murdoch entendit 3 coups de cloche retentir depuis le nid-pi. Quelques instants plus tard, une immense masse sombre surgit de l'obscurité. Le Titanic fonce droit sur un iceberg, mais il est déjà trop tard. William Murdoch ordonne d'arrêter les machines et de mettre la barre tout à tribord, une manœuvre qui, avec le système de gouverne de l'époque, fait virer le navire à bâbord. Pendant un instant, il sembla que le Titanic allait réussir à éviter l'iceberg, mais seulement la partie émergeait. Sous la surface, une immense masse de glace se trouvait toujours sur la trajectoire. À 23h40 précise, la coque du Titanic heurta l'iceberg sur le flanc tribord, sous la ligne de flottaison. La secousse se propagea dans tout le navire tandis que Murdoch ordonnait « tout à bâbord » pour éloigner la poupe de l'iceberg, puis faisait fermer toutes les portes d'étanches. Pendant un instant, on crut que l'équipage avait évité le désastre. Bien que de nombreux passagers aient ressenti la vibration du choc, la collision n'avait semblé n'être qu'un simple frottement, et le Titanic poursuivit sa route. Après tous les avertissements ignorés,
Les décisions retardées et les dangers sous-estimés qui avaient conduit à la catastrophe, beaucoup continuent de se concentrer sur les toutes dernières secondes avant l'impact. Pourquoi les vigies n'ont-elles pas réussi à repérer l'iceberg à temps ? Comment le navire le plus avancé de son époque, avec des marins expérimentés à son bord, a-t-il pu ne pas repérer un iceberg gigantesque avant qu'il ne soit plus qu'à quelques secondes de distance ? La réponse se trouve dans les conditions atmosphériques exceptionnelles de cette nuit-là. La nuit du 14 avril 1912 était particulièrement inhabituelle. Alors que le Titanic avançait dans l'Atlantique, il passa des eaux chaudes du Gulf Stream aux eaux glaciales du courant du Labrador. Près de la surface, la température de l'air était descendue jusqu'à -2 degrés Celsius, tandis qu'à quelques centaines de mètres d'altitude, elle avoisinait les 10 degrés Celsius. Cette différence de température considérable provoqua un phénomène appelé inversion thermique, capable de dévier la lumière. Lorsque celle-ci traverse des couches d'air à des températures différentes, elle peut se courber et créer des illusions d'optique appelées mirages. La plupart d'entre nous en ont déjà vu un. Sur une route brûlante, l'asphalte semble se déformer en une flaque d'eau. Pourtant, cette eau n'existe pas. C'est la lumière en se courbant qui crée cette illusion. Dans le cas du Titanic, c'est exactement l'inverse qui se produisit. Au lieu de se courber vers le haut, la lumière était déviée vers le bas, en traversant les différentes couches d'air froid et chaud au-dessus de l'Atlantique. Les scientifiques parlent de mirage supérieur, une illusion optique capable de déformer jusqu'à la ligne d'horizon. Dans des conditions normales, les vigies du Titanic auraient pu repérer un iceberg à plusieurs kilomètres de distance. Mais cette nuit-là, l'atmosphère déformée créait un faux horizon, rendant presque impossible de distinguer l'iceberg de l'obscurité. Frédéric Fleet ne regardait pas un iceberg clairement visible dans la nuit. Il faisait face à un véritable mur de lumière déformée. D'autres navires présents dans la région signalèrent eux aussi une étrange brume, des horizons déformés et des conditions atmosphériques inhabituelles. Pendant plus d'un siècle, beaucoup ont reproché aux vigies de ne pas avoir repéré l'iceberg à temps. Pourtant, tout porte à croire qu'il était pratiquement impossible de le distinguer de l'horizon avant que le Titanic ne se trouve à environ 500 mètres de lui. À 23h50, 10 minutes environ après la collision, les officiers remirent les machines en marche afin de faire avancer le Titanic pendant qu'ils inspectaient les dégâts. À ce moment-là, personne ne mesurait encore leur véritable gravité. La collision semblait toujours n'avoir été qu'un simple frottement. Une partie de la confusion s'expliquait par l'emplacement des dégâts. Les premiers compartiments envahis par l'eau étaient pour la plupart des cales de chargement où se trouvaient très peu de membres d'équipage, ce qui rendit difficile d'évaluer immédiatement la gravité de la situation. La seule zone à l'avant où se trouvaient de nombreux membres d'équipage était la chaufferie numéro 6. D'après les témoignages de plusieurs survivants, les hommes de la chaufferie numéro 6 continuèrent à travailler pendant plusieurs minutes après l'impact, probablement pour tenter de contenir l'arrivée d'eau à l'aide de pompes. Mais le fait que le Titanic continue d'avancer aurait pu accélérer l'inondation en augmentant le débit d'eau, contraignant finalement à abandonner la chaufferie. À 23h55, l'ampleur du désastre ne pouvait plus être ignorée. Les machines du Titanic furent arrêtées pour la dernière fois, tandis que le capitaine Smith réveillait l'architecte du navire, Thomas Andrews, afin qu'il vienne constater les dégâts. Ce qu'il découvrit était une véritable catastrophe, démontrée de la manière la plus froide et la plus mathématique qui soit. 5 compartiments avaient été ouverts sur la mer. L'intérieur du Titanic était divisé en 16 compartiments étanches. Le navire avait été conçu pour rester à flot avec 2 compartiments inondés, voire avec les 4 premiers compartiments à l'avant complètement envahis par l'eau. Les cloisons étanches s'élevaient jusqu'au pont E, suffisamment haut pour que, même avec les 4 premiers compartiments inondés, la proue ne s'enfonce pas assez pour que l'eau puisse déborder dans le 5e. Mais dans la nuit du 14 avril, l'iceberg éventra 5 compartiments. Et cela changea tout. À mesure que la proue s'enfonçait, l'eau commença à passer par-dessus les cloisons étanches, envahissant les compartiments les uns après les autres. Les concepteurs du Titanic avaient anticipé presque tous les accidents imaginables. Ce qu'ils n'avaient jamais envisagé, c'était une avarie suffisamment importante pour toucher plus de 4 compartiments à la fois. À 23h45, le Titanic finit par s'immobiliser au beau milieu de l'Atlantique. Plutôt que d'inverser immédiatement la marche, l'équipage laissa le navire s'arrêter progressivement tandis que l'eau continuait de s'engouffrer.
C'est alors que Thomas Andrews se tourna vers le capitaine Smith et lui annonça une conclusion dévastatrice. Le Titanic était condamné. Il nous reste 1 heure, peut-être 2. Smith lui demanda s'il en était certain. Andrews acquiesça. C'est une certitude mathématique. Le Titanic allait sombrer à cause d'un seul compartiment de trop. Son destin désormais scellé, l'équipage commença à distribuer les gilets de sauvetage et à préparer les canots. Pour éviter de provoquer la panique, on minimisa d'abord la gravité de la situation. Pendant ce temps, le capitaine Smith se rendit dans la salle de radio Marconi pour envoyer des appels de détresse aux navires se trouvant à proximité. Le Titanic disposait de 20 canots de sauvetage, pouvant accueillir environ 1178 personnes. Pourtant, la nuit du naufrage, plus de 2200 passagers et membres d'équipage se trouvaient à bord, soit presque 2 fois la capacité totale des canots. Aujourd'hui, cela paraît difficile à concevoir, mais à l'époque, les normes de sécurité maritime étaient complètement dépassées. La réglementation britannique imposait aux navires de plus de 10 000 tonnes d'embarquer au minimum 16 canots de sauvetage. Le Titanic jaugeait plus de 46 000 tonnes, mais la législation n'avait tout simplement pas été adaptée à des navires de cette taille. En réalité, le Titanic dépassait même les exigences légales. Mais une autre raison expliquait pourquoi un nombre aussi limité de canots était considéré comme acceptable. Au début du XXe siècle, les canots de sauvetage n'étaient pas conçus pour maintenir tous les passagers en sécurité jusqu'à l'arrivée des secours. Leur rôle était de les transporter temporairement jusqu'à un navire de secours à proximité. De plus, l'arrivée récente de la télégraphie sans fil de Marconi avait renforcé l'idée que tout navire en détresse pourrait être secouru à temps. Cette confiance semblait justifiée. En 1909, le RMS République de la White Star Line entra en collision avec un autre navire au large du Massachusetts, en pleine brume. Après avoir lancé un appel de détresse grâce au système Marconi, plusieurs navires se portèrent à son secours et plus de 1500 personnes furent évacuées avec succès à bord du RMS Baltic. Pour beaucoup, la radio semblait avoir résolu le problème des grandes catastrophes maritimes. Mais la nuit où le Titanic heurta l'iceberg, le sauvetage n'était plus garanti. Quelque part, au loin, d'autres navires pouvaient être à l'écoute, ou peut-être pas. À ce stade, il n'y a plus aucun moyen d'empêcher le Titanic de sombrer. La seule inconnue était de savoir combien de personnes pourraient être sauvées avant qu'il ne disparaisse sous les eaux de l'Atlantique. Mettre un canot à l'eau était une manœuvre lente et délicate. Chaque embarcation devait être descendue de manière parfaitement régulière à l'aide de câbles de chaque côté. Si l'un des côtés descendait plus vite que l'autre, le canot pouvait brusquement basculer et projeter ses occupants à l'eau. N'ayant jamais effectué d'exercice d'évacuation complet en mer, l'équipage n'était pas préparé à gérer une évacuation d'une telle ampleur. Sur les 20 canots disponibles, seuls 18 purent être mis à l'eau. Les 2 autres durent être largués alors qu'ils flottaient presque déjà à la surface. Ce qui soulève une question, davantage de canots auraient-ils réellement permis de sauver plus de vies ? Le capitaine Smith confia l'évacuation au premier officier William Murdoch et au deuxième officier Charles Lightoller. Sa voix était à peine audible au milieu du vacarme de la vapeur qui s'échappait des cheminées, tandis que les chaudières relâchaient leur pression. Avant de se retirer, il donna un seul ordre : femmes et enfants d'abord. Mais ces 4 mots allaient rapidement être interprétés de manière très différente. À tribord, Murdoch autorisa certains hommes à monter à bord une fois que les femmes et les enfants avaient pris place dans les canots. Son approche était pragmatique, garder les familles réunies et accélérer l'évacuation. Lightoller, en revanche, interpréta l'ordre de manière beaucoup plus stricte. Pour lui, les femmes et les enfants d'abord signifiaient femmes et enfants et personne d'autre. Dans certains cas, même des adolescents furent séparés de leur mère parce qu'ils étaient considérés comme trop âgés. Paradoxalement, la méthode de Murdoch aurait dû permettre de sauver davantage de vies. Pourtant, plusieurs des canots mis à l'eau de son côté partirent à moitié vides. Alors qu'ils pouvaient chacun accueillir environ 65 personnes, certains ne quittèrent le Titanic qu'avec la moitié de leur capacité. Mais le problème ne résidait pas seulement dans le manque de canots ou dans la désorganisation de l'évacuation. Pour de nombreux passagers, parvenir jusqu'au canot constituait déjà un véritable défi. Le Titanic avait été conçu selon une séparation stricte entre les classes. Un réseau de grilles, de couloirs et d'accès réservés isolait les passagers de 3e classe du reste du navire. Lorsque l'évacuation commença, beaucoup se retrouvèrent piégés dans un véritable labyrinthe de couloirs, sans savoir comment rejoindre le pont des embarcations. Les membres de l'équipage tentèrent d'ouvrir les barrières et de les guider, mais ils étaient un peu trop nombreux et le temps manquait.
La barrière de la langue aggrava encore la situation. De nombreux immigrants de 3e classe parlaient à peine anglais, ce qui rendait les consignes d'évacuation difficiles à comprendre. D'après certains témoignages, certains restèrent même dans leur cabine, sans prendre conscience de la gravité de la situation. Et ce faux sentiment de sécurité était renforcé par le navire lui-même. Bien que le Titanic soit en train de prendre l'eau, une grande partie de ses espaces intérieurs restait calme et éclairé. L'orchestre continuait de jouer, et dans de nombreuses zones, rien ne laissait clairement présager le danger. Pour beaucoup de passagers, l'endroit le plus sûr restait donc le Titanic, et non un petit canot descendant dans l'obscurité glaciale de l'Atlantique. Alors que les canots continuaient d'être mis à l'eau, plusieurs membres d'équipage commencèrent à tirer des fusées de détresse pour attirer l'attention d'un mystérieux navire visible à l'horizon. Une vingtaine de minutes plus tôt, les officiers avaient aperçu la silhouette d'un navire à plusieurs kilomètres de distance. Il semblait suffisamment proche pour venir à leur secours, mais ne répondit ni aux appels de détresse ni aux signaux lumineux en morse. Depuis plus d'un siècle, historiens et chercheurs débattent de l'identité de ce navire mystérieux. Certains ont avancé qu'il pourrait s'agir du SS Mount Temple, mais celui-ci se trouvait probablement trop loin pour être le navire aperçu depuis le Titanic. Après la catastrophe, plusieurs membres d'équipage du Californian déclarèrent que, vers 23h40, ils avaient vu un grand navire s'immobiliser soudainement dans l'obscurité, exactement au moment où le Titanic heurtait l'iceberg. Environ 1 heure plus tard, ils affirmèrent avoir vu ce même navire tirer des fusées dans le ciel. Une coïncidence qui correspond presque parfaitement à la chronologie du naufrage. Dans l'ensemble, les éléments disponibles indiquent fortement que le Californian était bien le navire aperçu depuis le Titanic cette nuit-là. Mais ce qui se passait à bord du Californian était bien plus complexe qu'on ne l'a longtemps pensé. Le navire ne comptait qu'un seul opérateur radio, Cyril Evans. Après avoir averti le Titanic de la présence du champ de glace plus tôt dans la soirée, il éteignit son appareil et alla se coucher. C'est pourquoi le Californian ne reçut jamais les appels de détresse du Titanic. L'équipage tenta de communiquer à l'aide de lampes morse, mais les conditions atmosphériques inhabituelles de cette nuit-là déformaient probablement les signaux lumineux entre les deux navires. Les officiers des 2 bâtiments affirmèrent avoir aperçu des lumières clignotantes au loin, sans parvenir à en comprendre clairement la signification. Un autre problème venait s'y ajouter. Selon la réglementation maritime, les fusées de détresse devaient être tirées à intervalles d'1 minute. Or, celles du Titanic furent lancées à des intervalles beaucoup plus longs. Ce qui amena plusieurs membres d'équipage du Californian à penser qu'il s'agissait de signaux de routine de la compagnie et non d'un appel de secours. En définitive, il est fort probable que l'équipage du Californian n'ait jamais compris ce qu'ils étaient réellement en train d'observer. Un navire s'immobilisait soudainement à proximité d'un champ de glace, puis, peu après, des fusées apparaissaient dans l'obscurité. Lorsque quelqu'un comprit enfin ce qu'il se passait, il était déjà trop tard. Pendant que l'évacuation se poursuivait, les hommes travaillant dans les chaufferies luttaient désespérément pour contenir l'inondation. Les 5 premiers compartiments étaient déjà ouverts sur la mer et se remplissaient rapidement d'eau. Lors de la collision, l'iceberg avait également endommagé une soute à charbon reliée à la chaufferie numéro 5. L'une de ces cloisons donnait directement sur la chaufferie, mais elle n'était pas conçue pour résister à une pression d'eau aussi importante. À mesure que l'inondation progressait, la cloison finit par céder, permettant à encore davantage d'eau de pénétrer à l'intérieur du navire. Entre minuit 15 et minuit 30, le Titanic continua d'envoyer des appels de détresse à tous les navires se trouvant à portée de son émetteur. À environ 93 km de là, le RMS Carpathia naviguait sans se douter de la catastrophe. Son opérateur radio, Harold Cotham, avait terminé son quart et s'apprêtait à aller se coucher. Mais avant de couper son appareil, il le ralluma une dernière fois et reçut plusieurs messages provenant de Cape Cod, destinés au Titanic. Pensant que le navire pouvait encore en avoir besoin, il décida de prendre contact avec lui. L'opérateur du Titanic, Jack Phillips, répondit immédiatement par un appel de détresse. « CQD, nous avons heurté un iceberg, venez immédiatement !» À mesure que la situation empirait, Phillips envoya un message encore plus désespéré. « Venez immédiatement, nous coulons !» Harold Cotham avertit aussitôt le capitaine Arthur Rostron, qui ordonna de mettre le cap sur le Titanic à toute vitesse. Mais le RMS Carpathia se trouvait encore à environ 93 km, et avançant à près de 17 nœuds, il n'avait pratiquement aucune chance d'arriver avant le naufrage du Titanic. Malgré tout, pour la première fois cette nuit-là, les secours étaient en route. Alors que l'évacuation se poursuivait,
le deuxième officier, Charles Lightsteller, ordonna d'ouvrir une porte d'embarquement sur le pont D afin de faciliter l'accès aux canaux les plus proches de l'eau. D'après plusieurs témoignages, cette porte ne fut jamais fermée, un détail que certains chercheurs considèrent comme compatible avec l'état dans lequel l'épave fut découverte des décennies plus tard. Sur n'importe quel navire en train de sombrer, une ouverture supplémentaire peut accélérer l'inondation en permettant à l'eau de contourner une partie des systèmes conçus pour la contenir. Contrairement aux étroites brèches ouvertes par l'iceberg, la porte du pont D constituait une large ouverture donnant directement accès à l'intérieur du navire. Derrière elle se trouvait le salon de réception, un vaste espace avec très peu d'obstacles susceptibles de ralentir la progression de l'eau. Fait troublant, c'est à peu près à ce moment-là que le Titanic commença à prendre une gîte importante sur bâbord, tandis que la proue s'enfonçait suffisamment pour que l'eau atteigne cette porte. Certains historiens estiment que l'eau ayant pénétré par cette ouverture a pu accélérer le naufrage final, même si son influence exacte reste débattue. Vers 2h du matin, la proue du Titanic avait déjà disparu sous l'eau. Tandis que les passagers se précipitaient vers la poupe, s'agrippant aux rambardes et les uns aux autres, l'inclinaison du navire ne cessait d'augmenter. Depuis les canaux de sauvetage, les survivants regardaient avec horreur la poupe se dresser jusqu'à révéler les immenses hélices. Puis, vers 2h19, l'impensable se produisit. Les survivants décrivirent un violent grondement, semblable à une explosion, avant de voir la poupe s'abaisser brutalement. Le Titanic venait de subir une rupture structurelle catastrophique. Alors que la proue envahie par l'eau entraînait le navire vers le fond, la tension exercée sur la coque devint insoutenable. Le Titanic se brisa entre la 3e et la 4e cheminée, alors que la poupe atteignait une inclinaison d'environ 25 degrés. Tandis que la proue disparaissait sous la surface, la poupe se dressa encore davantage. À 2h20, le 15 avril 1912, à peine 2h40 après avoir heurté l'iceberg, la poupe se retrouva presque à la verticale avant de sombrer définitivement dans les eaux glaciales de l'Atlantique, avec encore des centaines de personnes à bord. Après le naufrage, tout ce que l'on savait sur la catastrophe reposait sur les témoignages des survivants. Pendant 73 ans, l'épave resta cachée à près de 4000 mètres de profondeur. Ce n'est qu'en 1985, lorsque l'océanographe Robert Ballard la localisa, que l'on commença réellement à comprendre ce qui s'était passé. Mais même après sa découverte, le Titanic ne pouvait être exploré qu'à travers les petits hublots des submersibles. Les chercheurs n'en voyaient que des fragments, un couloir par-ci, une chaudière par-là. Et les théories continuaient de s'accumuler. Tout changea en 2022. À partir de plus de 700 000 images haute résolution, l'entreprise de cartographie sous-marine Magellan réalisa la reconstitution numérique la plus détaillée jamais réalisée du Titanic. Pour la première fois, l'épave pouvait être observée dans son ensemble, et non plus comme un amas de débris dispersés au fond de l'océan. Et ce que révéla l'épave confirma quelque chose d'inquiétant. Pour la première fois, il fut possible d'observer avec précision les dégâts causés par l'iceberg. Contrairement à l'image d'une immense déchirure dans la coque, l'impact avait provoqué une série de petites fissures et de déformations réparties sur environ 6 compartiments étanches. Prises individuellement, certaines de ces ouvertures ne mesuraient que quelques centimètres, mais l'ensemble avait laissé entrer suffisamment d'eau pour condamner le navire. L'épave révéla également que plusieurs chaudières étaient encore sous pression et que certaines vannes étaient restées bloquées en position ouverte. La preuve que les ingénieurs avaient maintenu l'alimentation électrique jusqu'au tout dernier moment. Ils étaient restés sous le pont, sachant qu'ils n'en réchapperaient pas. Grâce à eux, le système Marconi continua d'envoyer des appels de détresse. Et grâce à cela, des centaines de personnes survécurent. Plusieurs bossoirs situés près des cabines des officiers étaient toujours orientés vers l'extérieur, comme s'ils étaient encore prêts à mettre des canaux de sauvetage à l'eau. Tout porte à croire que le premier officier William Murdoch continua à tenter de mettre des canaux à l'eau jusqu'aux derniers instants. L'histoire du Titanic est jalonnée de moments où un seul petit changement aurait peut-être pu sauver la vie de plus de 1500 personnes. Et si la mer avait été plus agitée? Et si les avertissements étaient arrivés plus tôt? Et si les canaux de sauvetage avaient été correctement remplis? Et si la radio du Californian était restée allumée quelques minutes de plus? Mais la possibilité la plus troublante est peut-être une autre. Et si la catastrophe n'était pas due à une seule erreur? Au final, le Titanic n'a pas sombré à cause d'une défaillance unique et catastrophique, mais à la suite d'une succession de petites décisions, de coïncidences improbables et de forces que personne à bord ne pouvait pleinement comprendre. Pendant 2h40,
dans la nuit glaciale du 15 avril 1912, tous ces éléments convergèrent dans l'obscurité de l'Atlantique Nord. Si vous souhaitez découvrir l'incroyable histoire de la découverte de l'épave du Titanic, plus de 7 décennies après son naufrage, vous pouvez regarder mon documentaire complet consacré à sa localisation. Et si vous voulez découvrir l'impressionnante histoire de la récupération de la plus grande pièce, cette section de près de 20 tonnes remontée des profondeurs de l'océan, vous trouverez également ce documentaire sur ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt.